Donc j'ai une question plutôt adressée à M. Fontaine, donc Sébastien Arget, animateur du contrat global des Vallées Forterre dans la Nièvre. J'ai bien noté que dans les prochaines années, il y a un objectif de production hydroélectrique qui tend à se développer, donc pourquoi pas, et j'entends très bien. Ceci dit, les objectifs à la fois énergétiques et écologiques, en tout cas sur les cours d'eau, ça reste pour l'instant très antagoniste en termes de solutions qui sont proposées. Ma question c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des études ou des recherches qui sont menées actuellement sur des nouveaux systèmes de production hydroélectrique qui ne nécessiteraient pas forcément la construction ou la réhabilitation de barrages, peu importe leur hauteur de chute? Parler technique un peu. Alors, non, les micros sont ouverts, monsieur. Écoutez, à ma connaissance, non. Enfin, j'en connais pas, si ce n'est peut-être les prises d'eau par le bas qui limiteraient la hauteur des obstacles dans une discontinuité écologique. Mais je crois que c'est vraiment un niveau peu avancé. Voilà, donc il est clair que le développement de l'hydroélectricité a des impacts sur la continuité écologique. Il faut mettre des moyens pour limiter ces impacts, comme je l'ai dit lors de la présentation. Et effectivement, rechercher vers d'autres techniques pour prévenir ces impacts. Non, précisément, hélas, il n'y a pas de véritable alternative. Merci pour cette première question et cette première réponse. Donc, l'intervenant suivant, vous avez déjà le micro? Oui, moi c'était plutôt des réactions par rapport à trois intervenants. Tout d'abord, sur l'hydroélectricité, vous nous présentez des choses intéressantes, mais moi ce que je trouve dommage, ou alors elle ne nous est pas présentée, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de stratégie nationale par rapport à l'hydroélectricité. Rien que sur notre territoire ou pas loin, on se rend compte qu'il y a notamment des cours d'eau navigables qui sont domaniaux et avec beaucoup de chutes qui ne sont pas équipées. Donc ça fait bizarre dans une stratégie que au moins ces ouvrages-là ne soient pas étudiés. Sur notre territoire, vraiment encore plus précisément, l'État vient de mettre 15 millions d'euros dans un barrage de 22 mètres de haut. Et même pas, on a étudié l'hydroélectricité dans ces 15 millions d'euros. Donc voilà, ça pose question vraiment en termes de stratégie. Vous parliez de mégawatts, je pense qu'ils sont plutôt là que dans la très petite électricité. Et puis effectivement, est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ce que représente la très petite électricité par rapport au nombre d'ouvrages bloquants sur la continuité? Donc voilà mes trois réactions par rapport à l'hydroélectricité. Ensuite, par rapport au CGEDD, votre rapport, je pense ou votre exposé peut-être ne présente pas tout, mais je trouve votre rapport très orienté et il est plutôt là pour être pro-moulin et les préserver. Rien que sur certaines conclusions, est-ce qu'on n'est pas contre préserver certains moulins? Mais alors, il faudra aller plus loin en disant qu'est-ce qu'il advient des autres? Parce que qu'on garde certains qui sont patrimoniaux, on est ok, mais finalement tous les autres, on en fait quoi? Donc ça c'était je trouve un petit peu regrettable dans votre présentation, ça ne ressort pas. Et puis le dernier point c'était par rapport à l'AFB, et c'est un problème de vocabulaire qui a notamment été mis en avant par Pierre Durlet ce matin, où vous dites qu'effectivement il faut restaurer la continuité, va contribuer à améliorer le niveau résilience. Je crois que c'est pas résoudre la continuité, c'est plutôt restaurer la morphologie des cours d'eau. Parce que dépasse à poisson sur tous les ouvrages, je ne pense pas que ça améliore la résilience des cours d'eau. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce vocabulaire. Merci monsieur. Vous l'avez peut-être fait, mais je me souviens plus de vous avoir demandé de vous présenter, c'est juste pour vous situer justement. Donc monsieur Gauvin, je travaille dans un syndicat de rivière, qui est le syndicat de l'Armançon. Merci bien pour cette précision. Alors, qui veut répondre? Alors, dans l'ordre, M. Fontaine, peut-être pour commencer. Je vais répondre sur les remarques qui m'ont été adressées. C'est difficile de répondre sur un projet comme ça, décrit rapidement. Je pense au barrage d'une vingtaine de mètres que vous évoquiez. Il n'empêche que l'appel d'offres est vraiment là pour initier ces projets hydroélectriques. Et effectivement, lorsque les seuils existent, lorsque les seuils sont déjà existants, c'est vraiment intéressant d'équiper en priorité ces ouvrages-là plutôt que de créer un ouvrage supplémentaire sur un cours d'eau. Après, lorsque vous êtes sur un seuil existant, il faut avoir bien en tête qu'il y a du coup souvent d'autres usages de ce seuil qui apportent des contraintes sur l'exploitation hydroélectrique. Et sans dévoiler précisément les résultats de l'appel d'offres, sachez que sur l'équipement de seuil existant,
les producteurs proposaient des prix souvent plus hauts qu'en création de centrales complètes. Ce qui montre l'importance et le poids des autres usages, comme la navigation par exemple, sur l'hydroélectricité. Qui amènent des contraintes supplémentaires dans le dossier. Et qui font que la rentabilité après de l'installation n'est pas forcément là. Voilà. Après l'hydroélectricité sans soutien, je l'ai dit, hein, mais avec des prix comme 30 € du mégawattheure, tant qu'on en sera à ces seuils, ce n'est pas rentable. Enfin, les projets ne peuvent pas se faire. Les projets ne peuvent pas se faire. Une turbine ça coûte cher, une génératrice ça coûte cher, les ouvrages de régulation, de raccordement également. Voilà. Merci. Deuxième intervenant interpellé, donc Monsieur Brandès, donc votre rapport est-il à ce point orienté? En tout cas, c'est ce que semble avoir ressenti notre participant. D'abord, effectivement, il faut regarder le rapport complet que vous pouvez trouver, j'ai oublié de le dire, mais je vous ai donné en dernière diapo les coordonnées du site internet du CGEDD, sur lequel le rapport est téléchargeable, donc allez-y, vous ferez votre idée. Après, un rapport, il répond à une question précise, sur une question aussi difficile, on ne prétend pas apporter des solutions miracles sur tout. Donc la question précise qui était posée par la ministre, c'était de savoir s'il était possible et comment il était possible de concilier justement ces enjeux apparemment contradictoires. Donc s'agissant des moulins patrimoniaux, il nous semble qu'on a un petit peu avancé, bon peut-être il faut continuer encore, mais c'était bien cela qui était visé. Donc tout le monde emploie le mot patrimonial, c'est un mot un peu galvaudé, on va dire, on a cherché à approfondir ce concept. Et donc si on peut sauver entre guillemets pour le bien public des territoires ces mots-là, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous avez bien distingué, on l'a bien compris, ce qui est encore patrimonial et ce qui ne l'est plus depuis longtemps, par exemple. L'AFB aussi a été interpellé, donc Nicolas Poulet, pour votre réponse. Oui, alors j'ai dû passer peut-être un peu vite sur certaines diapos, mais pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est bien évident que la continuité englobe non seulement la continuité en termes de mouvement, poisson et de sédiments, mais aussi la restauration des habitats, ce que j'ai présenté sur l'hydrologie, l'impact sur l'hydrologie, sur la thermie. Donc pour moi, c'est un tout, c'est pas juste restaurer la connectivité, mais c'est bien aussi restaurer les habitats. Merci pour cette précision. Encore une question, vous avez le micro. Oui, alors c'est plus une dernière intervention, tout de suite, je me permets d'indiquer la position. Merci de lever la main, monsieur, pour qu'on puisse vous donner le micro par avance. Merci. Alors oui, c'est plus une précision. Je suis assez surpris de la réponse qui a été faite tout à l'heure par la direction de l'énergie et du climat sur les solutions alternatives sans chute pour produire de l'hydroélectricité, puisqu'actuellement dans le Rhône à Lyon, on va nous tester donc des hydroliennes qui sont disposées en plein cœur du fleuve, et ces dispositifs sont également testés à Orléans, dans la Loire, sans parler des gisements aussi hydroélectriques qui peuvent être exploités sur les zones côtières avec le potentiel énergétique de la mer. Donc voilà, c'était un complément, en tout cas, il existe des choses. Et juste pour répondre, vous parlez d'hydrocinétique. Et il faut bien comprendre que moi je parle d'énergie gravitaire, ce qui n'est pas la même chose. C'est pour ça que ma réponse... Voilà. On parle d'hydroélectricité, c'était le sens de la question, j'imagine, qui a été posée par l'intervenant. Alors, effectivement, pas avec la même technique, mais pour le même objet. En tout cas, on a bien compris cette nuance entre techniciens. Mais vous faites bien, effectivement, de rappeler, évidemment, ces projets en cours. Donc, monsieur, vous devez avoir un micro, et ensuite, une dernière intervention au premier rang, et que je vais considérer comme légitime, puisqu'il s'agit d'un élu, donc on va lui laisser le mot de la fin pour cette séquence de questions. Bonjour, Antonin Orchowski pour la région. En fait, je m'adressais au CCGED, comme dit dans l'ordre. En fait, c'était concernant les propositions. Donc, si j'avais en fait la proposition de créer une redevance sur les obstacles qui permet de rendre, donner une valeur économique à l'existence d'un seuil ou non, puisqu'en fait, derrière ces histoires de continuité, il y a quand même une histoire de gros sous, et de savoir qui c'est qui va payer la mise aux normes et tout ça. Donc, si on a un prix à l'existence d'une chute qui symbolise une redevance, l'avantage c'est que le propriétaire pourra mettre en balance le fait de payer quelque chose pour avoir un patrimoine visible, ainsi de suite, ou éventuellement produire derrière valoriser en énergie électrique et comparer la balance entre tout ce qu'il va payer et ce qu'il va recevoir. Par contre, il y a une chose qui a été évoquée, alors j'ai peut-être pas bien compris, mais je trouve que c'était un peu choquant, c'était au niveau du fait de dire que les gens qui ont des moulins patrimoniaux seraient exemptés de certains types d'aménagements, en fait, dans l'état d'esprit. Je trouve que j'ai un peu senti ça, mais en fait, c'est peut-être pas ça, et juste, c'est pour rappeler aussi que par ailleurs, il y a eu un décret qui a été, un cavalier législatif
qui a apporté modification qui permettait aux gens qui ont des usines hydroélectriques en fonctionnement de ne pas équiper de passe à poisson, ce qui paraît c'est une distorsion finalement de l'égalité des gens vis-à-vis du fait s'ils ont un patrimoine ou hydroélectrique ou ceux qui n'ont rien. Voilà, je trouve que c'était quand même assez gênant en termes de politique publique de créer des distorsions. Alors, sauf erreur, si j'ai bien entendu, j'avais entendu parler d'exemption d'études par exemple. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une confusion là ou est-ce que effectivement vous voyez ce que veut dire monsieur? Alors je répondrai qu'à votre première question. La deuxième, je ne suis pas compétent pour répondre à la place des députés, des sénateurs plus exactement qui ont introduit le dit amendement. Sur les redevances, non, je n'ai pas tout à fait, j'ai pas bien entendu parce que oui, le champ, mais j'ai compris la fin. En fait, cette mesure-là, elle n'est pas dirigée vers les moulins patrimoniaux. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est une mesure de continuité écologique en général. C'est de dire, il nous semble qu'il y a cette distorsion, ce rapport de 1 à 100 entre les redevances et les aides qu'on trouve dans aucune autre mesure des agences de l'eau. Il nous semble que cette redevance, elle a été introduite, c'est assez récent, elle a été créée dans la LEMA de 2006. Et elle a été créée au niveau minimal, et donc à cette époque-là, elle a été instaurée pour les obstacles de plus de 5 mètres. Et ce qu'on peut trouver regrettable, c'est qu'au moment du Grenelle, où le plan de la restauration a vraiment démarré, on n'en est pas profité pour justement créer cet effet levier par des redevances à un juste niveau. Donc je sais que ça a été étudié au moment des 10e programme, qu'à l'époque, ça a été considéré comme pas faisable parce que c'est des petites redevances donc difficilement perceptibles par les agences, beaucoup de travail. Nous on pense, c'est notre avis, après il faut que ça soit étudié. D'ailleurs, notre proposition c'est de l'étudier, c'est pas de la mettre en place, c'est de l'étudier. C'est qu'on a beaucoup progressé dans la connaissance de avec le plan de restauration, on connaît pratiquement tous les, maintenant, sauf les sites orphelins bien sûr, on connaît les propriétaires, on a beaucoup progressé dans cette chose-là, donc on les connaît, bon, c'est toujours du travail, mais il faut savoir ce qu'on veut. S'il y a un impact fort au niveau environnemental de ces seuils, il serait logique qu'il y ait une redevance. Elle peut être d'un niveau modeste, il ne s'agit pas non plus de surtaxer, mais ça serait un effort de responsabilisation. Et ce qu'on a dit, c'est pas l'exemption dont j'ai parlé, c'est pas pour les moulins patrimoniaux, c'est pour l'ensemble des propriétaires qui se mettraient en conformité. C'est ce qu'on trouve sur les redevances pollution, par exemple pollution agricole pour les bâtiments d'élevage, ceux qui sont aux normes, ils sont exonérés de la redevance. Par contre, ceux qui n'ont pas fait l'effort, ils sont taxés. Mais c'est indépendamment du patrimoine. Merci pour cette réponse. Alors, comme prévu, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, Christian Guyot, vice-président du PNR du Morvan. Oui, c'est une intervention à peu près sur trois niveaux, dans tout ce que j'ai pu entendre, qui est de très haut niveau, notamment sur ce qui a été dit par un des interlocuteurs de la salle. Il existe en effet aujourd'hui des systèmes producteurs d'électricité, je dis bien, je pèse mes mots, pour des moulins producteurs et qui respectent en partie la continuité écologique dans la mesure où déjà ils laissent passer les sédiments. C'est un premier pas, c'est pas une totalité, mais c'est un sédiment. Il y a des machines en expérimentation, notamment sur la Nièvre, et je le signale, où en effet la prise d'eau se fait par le bas et non pas par le haut. Ça c'est déjà un premier pas, et avec un investissement qui est relativement doux et relativement supportable pour les usagers ou propriétaires de moulins. Le deuxième point que je voulais évoquer, et qui pour moi, je suis un élu, je précise, donc je n'ai pas évidemment peut-être l'œil aussi acéré qu'un technicien ou un spécialiste rivière, évidemment, mais c'est un regard qui mérite quand même d'être entendu. Nous avons fait ce colloque sur la continuité écologique et c'est très bien et c'est parfait et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais je suis en train de me poser la question de savoir si on n'est pas déjà dépassé. Pourquoi ? Parce que cette continuité écologique, elle s'applique, pour moi en tout cas, et on a évoqué tout à l'heure à diverses reprises la rivière sauvage ou la rivière naturelle, ou appelons-la comme on veut,
Ça, c'est dans le cas où on est dans des conditions optimum, maximales, et où tous les paramètres concordent, c'est-à-dire la climatologie, en particulier les reliefs, les pratiques des usagers de la rivière, mais la tendance climatique, et en tout cas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous montre que c'est pas si simple que ça. Et je me dis, est-ce qu'on parle vraiment de la continuité écologique ou des continuités écologiques? C'est une question que je pose. Le deuxième point, l'eau c'est un bien commun. Elle appartient à tout le monde, là-dessus il n'y a pas de doute, on doit le respecter, on doit la rendre telle qu'elle est, c'est un fait, c'est vrai. Or, malheureusement, il y a des usages, et il y a les besoins, il y a les besoins domestiques. Aujourd'hui, les méthodes agricoles en particulier font que, en cas de pénurie, c'est le cas, en cas de situation comme on est aujourd'hui, on trouve nos cours d'eau quasiment à l'étiage, pour ne pas dire mieux. Pourquoi? Du fait des prélèvements nécessaires à la vie agricole ou aux activités humaines. Ces activités font qu'on ne peut pas se passer d'eau, qu'on soit d'accord ou non, et on est en train, élus, nous, d'avoir des demandes de plus en plus importantes de stockage d'eau en retenue collinaire, c'est-à-dire sur les bassins versants, où là, j'ai l'impression qu'on détricote ce qu'on est en train de faire sur le cours d'eau principal. Il faudra être très vigilant. C'est un phénomène qui va s'accentuer, malheureusement. Je pense que les effets du changement vont se faire sentir encore plus. Et ça ne manque pas, moi, en tant qu'élu qui est gestionnaire donc, du bord de rivière, mais aussi de bassins versants importants, d'un côté, on va inciter les gens à faire de très gros efforts, et c'est tout à fait logique et tout à fait normal au niveau de la rivière, puis de l'autre côté, on va réinstaller les retenues alors qu'on en démolit par ailleurs. Bon. Je vois là parfois quelques contraires. Et puis enfin, le troisième point qui vise le discours de M. Brandès, que j'ai eu l'occasion de recevoir au parc et de voir aussi en avalon. Je ne voudrais pas partir de cette salle étant propriétaire de moulin en me sentant pollueur. Merci. Bon, alors voilà une petite flèche de dernière minute, si je puis dire, par rapport effectivement à une partie de l'intervention de monsieur Gambas tout à l'heure. Vous souhaitez réagir? Non, mais ça va être amical, on va dire. Sur ce que vous avez dit avant cette réflexion-là, il me semble que c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément cette dichotomie que vous faites sur les retenues et puis la continuité écologique, d'où ce que j'ai indiqué, puisqu'il ressort des ateliers, l'utilité, il me semble, d'une approche territoriale et de pondérer, j'ai bien aimé la priorisation des enjeux, et c'est à regarder à l'échelle d'un territoire, effectivement. Et le défaut, on va dire, peut-être de cette politique jusqu'à présent, c'est peut-être qu'elle a été trop verticalisée, et peut-être qu'il faut la relativiser et regarder aussi les autres enjeux d'usage d'eau, ça c'est clair. Merci monsieur. Par contre, j'ai employé le mot pollueur parce que c'est un mot qui est passé, c'est par comparaison. Vous avez fait un parallèle là, me semble-t-il. Oui. Mais le principe des redevances des agences de l'eau et des aides, c'est un peu ça quand même. Alors en enlevant le mot pollueur, c'est je suis propriétaire d'un ouvrage dont la gestion actuelle a un impact sur la qualité du milieu. Donc c'est ça qui justifie au niveau législatif, en tout cas, les redevances des agences de l'eau, pour ensuite effectivement pouvoir bénéficier d'aide pour atténuer ces impacts. C'est ça le principe des agences de l'eau. Merci monsieur Brandès. Quelque chose de malthusienne. Il nous faut conclure, hein, si vous le voulez bien. Merci M. Guillaume pour cette intervention également et ces trois remarques. Vous avez en quelque sorte aussi anticipé sur la conclusion que je vais vous proposer de prononcer dans quelques instants.
Comme à l'accoutumée désormais, je vais vous proposer dans un instant de remercier nos intervenants. Je voudrais vous remercier par des applaudissements particulièrement nourris, en particulier nos deux intervenants, puisque, comme vous l'avez compris, leur chaque présence prouve leur appartenance à l'organisation. Voilà, donc on les applaudit doublement encore une fois.